toujours l'atelier d'Annie Ernaux et nous continuons avec Violaine Oudart-Méraud, qui est professeure émérite en littérature de langue française à CY Paris Université, que tu connais vraiment très bien. Tu es également membre de l'UMR Héritage, Culture, Patrimoine, Création. Tes recherches portent sur les littératures françaises et francophones contemporaines, sur le théâtre et sur les écritures créatives et la recherche-création. Tu diriges à ce propos la collection Recherche-Création qui vient de commencer il y a peu de temps aux Presses universitaires de Vincennes, et également une autre collection qui s'appelle La littérature hors frontières. Pardon. Ouais. Alors, toujours pour rester sur des questions de frontières ou de langue, tu as publié Écriture babélienne chez Peter Lang en 2006. Tu as également publié La création littéraire à l'université aux Presses universitaires de Vincennes en 2018 et en 2022 avec Anne-Marie Petitjean, La recherche-création littéraire chez Peter Lang. Et puis tu es également une ernausienne et nous avions eu le plaisir de préparer le colloque de 2014 ensemble et puis également de faire une conférence commune à l'université ouverte à l'époque où nous nous appelions encore Université de Cergy-Pontoise. Tu vas donc parler d'Annie Ernaux et le titre de ton intervention, c'est Annie Ernaux, écrivaine, chercheuse. Merci beaucoup Pierre-Louis. Donc bonjour à tous ceux qui sont loin de nous, mais proches. Ça va être difficile d'intervenir après ces trois premiers véritables ernausiens. Et je m'excuse à l'avance parce que je risque de redire moins bien que ce qu'ils ont déjà dit. Je suis partie de ces deux citations dans l'atelier noir. D'Annie Ernaux, le travail ne peut se faire qu'ainsi, écrire, réfléchir à ce que je fais. Et puis, elle constate un peu plus loin ce journal d'écriture de recherche à 99%. De fait, cette articulation intime entre travail d'écriture et de réflexion, au sens du retour sur son écriture, montre l'importance chez elle d'une posture de recherche permanente. Certes, il s'agit de recherche propre à un écrivain, une écrivaine, concernant ses choix d'écriture, mais celles-ci, on l'a déjà dit, ne sont pas indépendantes d'une pensée de la littérature et d'une attitude aussi de lectrice. En tout cas, cette posture de recherche est présente chez elle à tous les moments du processus d'écriture, avant, pendant et après. Dans son journal d'écriture, qui est plutôt un journal d'avant-écriture et de fouille, comme elle le précise elle-même, dans ses livres eux-mêmes, vous l'avez dit très bien, qui sont tous porteurs d'un métadiscours essentiel, et enfin, dans les entretiens, où il y a un regard rétrospectif de l'autrice sur ses œuvres. Donc, je vais essayer de me demander en quoi consiste exactement cette recherche permanente, inséparable de l'écriture, et en quoi aussi elle peut contribuer à faire de son œuvre une œuvre génératrice d'écriture pour les autres. Donc, je vais m'attacher dans un premier temps à l'atelier noir, dans la mesure où il témoigne de ce qui précède ou accompagne l'acte d'écriture, et puis je me focaliserai sur Mémoire de fille, récit où l'imbrication de l'écrivaine et de la chercheuse me paraît particulièrement fort. Donc, premièrement, l'atelier noir. Non, ce n'est pas la bonne, il faut descendre. Ça n'a pas l'air de marcher. Peut-être. Ah voilà, merci. Donc, l'atelier noir comme lieu de recherche sur la littérature. Vous le savez, c'est une sélection de son journal d'avant-écriture. Donc, ce n'est pas un journal intégral. L'ouvrage a connu 2 éditions, en 2011 puis en 2022. Et dans cette nouvelle édition a été ajoutée la partie particulièrement intéressante pour Mémoire de fille de la période 2008-2015. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans ce journal du processus d'écriture d'Annie Ernaux? J'ai tenté de tracer quelques lignes de force. D'abord, les tâtonnements et les lenteurs de la maturation. Elle le dit là, mais elle le dit à plusieurs reprises. J'ai commencé, recommencé, j'ai décidé de faire toute ma vie, j'ai 20 ans de plus et je bloque toujours. Donc l'idée aussi que
que les blocages, les souffrances sont nombreux. Et on retrouvera les mêmes tâtonnements et même peut-être encore plus importants dans 1958, qui deviendra Mémoire de fille. Ensuite, les questions que se pose l'écrivaine-chercheuse sont multiples. C'est d'abord, la recherche commence d'abord avec la question du sujet à aborder, l'hésitation entre plusieurs projets et surtout, ce qui est une manière de répondre à cette question avec l'interrogation sur le désir d'écrire. Elle écrit en lettres majuscules en octobre 1992, connaître à l'impératif, à l'infinitif impératif, connaître le désir qui est en moi. Elle tente donc de sous-peser l'intensité de son désir. En septembre 90, elle constate qu'elle a un plus grand désir pour le récit d'une génération, c'est-à-dire les années, que pour 52, qui deviendra la honte. Elle s'interroge aussi sur les raisons qui la motivent, et notamment ce qui motive le désir d'écrire sur l'année 1958, et aussi ce qui fait obstacle, analyse qui, on le verra, va nourrir fortement le livre publié. Et au cœur de ces analyses, on observe une tension entre la réticence face à certains sujets parce qu'ils sont dangereux, mais la volonté à l'inverse, qui l'emporte toujours, d'écrire dangereusement. C'est « je ne peux qu'écrire dangereusement ». Et écrire dangereusement, eh bien, vous le savez, c'est s'affronter à la honte parce que, dit-elle, elle est la seule à pouvoir en parler et qu'écrire, c'est transformer la honte. Plus fondamentalement, il faudrait que je revienne un peu en arrière, mais tant pis, la raison d'écrire, c'est le désir nu, hein, c'est la dernière citation. Je ne suis pas encore descendue dans la sincérité artistique, dans le désir nu de vérité. Donc, c'est cette visée qui va revenir à de nombreuses reprises, ce désir nu de vérité. Et à partir de ce désir nu de vérité, c'est de là qu'il va y avoir cette recherche essentielle, fondamentale, d'une forme adéquate. La forme qu'elle sent la plus juste, terme récurrent également par rapport à cette recherche de vérité nue. Et donc, c'est au nom de cette recherche de vérité qu'elle va refuser à la fois le lyrisme et le romanesque. Refus, là encore, affirmé à plusieurs reprises. La forme lyrique ne me plaît pas. Il me paraît qu'une vie en narration romanesque est une imposture, terme fort. Et au contraire, elle va rechercher la voie qui se situe en dessous de la littérature, dans la zone dérangeante, une voie qui va droit à ce qui n'est pas dit. Il s'agit même de ruiner l'idée de littérature. À l'inverse, est formulée dès 1982, au moment de l'écriture de la place, le désir d'une approche ethnologique. Il est réaffirmé en 1985, ce n'est pas un récit d'enfance, récit ethnologique. Et encore en 95, alors qu'elle travaille sur 52, voilà. Donc, c'est associé à ce désir d'ethnologie qu'elle va essayer d'inventer ce nouveau genre qui serait une autobiographie objective, hein, le terme revient aussi, ou autobiographie vide, hein, on retrouve là cette notion du vide, hein, de l'épuration du jeu dont parlait Nathalie tout à l'heure. Alors, donc, peut-être essayer l'autobiographie vide. Et de fait, la recherche d'une autobiographie vide va être celle qui permet d'articuler l'écriture personnelle d'un côté et l'histoire collective. Et de ce fait, l'écriture qu'elle recherche, c'est cette écriture impersonnelle qui va en même temps poser la question d'une énonciation qui puisse rendre compte de cette invention d'une écriture purement impersonnelle. Là, je vous ai cité, mais comme je ne veux pas perdre de temps, je vais passer quand même rapidement là.
Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces hésitations entre le elle et le je. Tout à l'heure, Élise parlait des gammes qu'elle faisait en essayant l'écriture avec le elle, avec le je. C'est en effet là une recherche qui est fondamentale et qu'on va retrouver à de nombreuses reprises dans l'atelier noir. Donc avec le il, le elle, les enfants, et comme vous le savez, c'est ça qu'elle va mettre en œuvre ensuite dans les années. Et en fait, elle se demande ensuite d'ailleurs si elle pourra garder cela dans Mémoire de fille. Et c'est aussi quelque chose d'assez évident, récurrent dans l'atelier, le fait que chaque projet redemande à chaque fois de réinventer un genre, une méthode, une structure qui soit propre, qu'elle sente juste, pour reprendre un de ses termes favoris. Et donc, globalement, on peut dire que l'atelier noir formule des questions, mais aussi des choix qui sont à la fois, bien évidemment, politiques et esthétiques, et qui la conduisent à forger ces notions telles que l'autobiographie vide, qui deviendra ensuite dans l'écriture comme un couteau, l'autosociobiographie, ou l'écriture transpersonnelle, et à se fixer des objectifs formulés à l'infinitif, comme se donner le sentiment du passage, qui va entraîner d'autres questions sur le choix des temps. Alors, dans ce processus de création, il y a aussi le rôle des lectures. Et le journal donne à voir l'importance des lectures, voire de certains films, dans cette recherche de l'écriture et des processus de création. Et donc, Annie Ernaux va évoquer à la fois les lectures qui l'aident à avancer ou au contraire ses contre-modèles. Et parmi ces contre-modèles, elle note les écrivains qui abordent l'autobiographie de manière trop romanesque à son goût, qui ne donnent pas le sentiment du réel, comme Millet, Colette, Sarraute même, ou là c'est l'exemple que je donne d'Olivier Rollin. Je lis en ce moment pour savoir ce que je ne veux pas écrire. Donc, la lecture, elle joue dans les deux sens. Quant au modèle, il varie selon le projet en cours. Par exemple, Philippe Roth est citée au moment où elle écrit La femme gelée. La religieuse portugaise va accompagner Passion simple. Et pour le projet du grand roman, il y a de nombreuses œuvres qui sont convoquées, mais surtout, là c'est la citation que je vous propose, il y a Autant en emporte le vent et la recherche. Alors, dans cet étayage littéraire, Proust joue un rôle très complexe, conjointement modèle et contre-modèle. Il y a cette citation qui me fait toujours rire. Proust, c'est assez lourd, mal écrit, parfois ennuyeux à hurler ou dérisoire. Mais la beauté, l'importance viennent de la recherche, du projet de connaissance. Ce qu'elle admire dans Proust, c'est précisément cette posture de recherche, son projet de connaissance. Et les pages sur Proust magnifiques dans le cahier de Lerne révèlent encore plus ce rôle capital. Parmi les notes prises en 1987 pour un cours sur la prisonnière, elle écrit « Je me sens proche de Proust, mais ce que j'ai à dire et la manière de le dire n'ont rien à voir avec lui. » C'est donc, par rapport à Proust, un travail à la fois d'appropriation, et la fin des années est très proustienne, vous le savez, mais aussi de transformation radicale. Et de la même manière que pour Proust, il fallait renoncer aux deux livres qu'il admirait le plus, à savoir les Mémoires de Saint-Simon et les Contes arabes. Alors, je passe un petit peu là. En parallèle, autre élément de recherche, bien sûr, l'atelier noir atteste de l'importance de la recherche d'archives et d'une documentation qui joue un double rôle. D'une part, explorer la dimension historique, contextuelle de ces écrits, de ces récits transpersonnels, mais aussi réactiver sa propre mémoire. J'ai seulement sélectionné ce passage. Je suis devant une photo du Krebs,
en noir et blanc, se lève aussitôt le souvenir de leur rire, etc. Autrement dit, il y a une sorte d'effet Madeleine de tous les documents, de toutes les archives qu'elle peut convoquer. Alors, en conclusion de cette première étape, la posture de chercheuse est donc multiple et incessante dans ce journal d'avant-écriture. Et Mémoire de fille me paraît proche, alors, mais surtout, pardon, je saute quand même quelque chose d'important, mais il me semble que dans l'atelier noir, on trouve en germe, sous forme de questions, ce qu'elle va reformuler, reprendre, non seulement dans les entretiens, mais dans tous ses livres, en fait, et notamment, on va le voir dans Mémoire de fille. Et il me semble que Mémoire de fille est relativement proche d'une forme de recherche-création, de manière peut-être encore plus flagrante que dans les autres livres. Alors, rappelons que Mémoire de fille, paru en 2016, 8 ans après les années, et le projet toujours remis, le texte impossible ou interdit, elle l'écrit fortement dans l'atelier noir, elle s'est réécrit pratiquement tel quel dans Mémoire de fille, c'est le texte toujours manquant, toujours remis, le trou inqualifiable. Et je fais l'hypothèse que c'est pour cette raison, parce que c'est un récit impossible ou interdit, que c'est un livre dans lequel la dimension de recherche est particulièrement flagrante. Peut-être comme dans L'autre fille, autre livre difficile à écrire. Et donc, dans l'atelier noir, Annie Ernaux se demande comment ouvrir ce récit. Je vous ai donné cette citation. Est-ce que 58, ça va devenir Mémoire de fille, est-ce que 58 est fermé? Oui, sauf si je le rends ouvert, mais je ne sais pas comment. Et j'interprète cette ouverture de deux manières. Comment ouvrir son histoire personnelle à celle des autres, cette dimension collective qui est quand même son exigence première, mais aussi ouvrir aux répercussions de cet été 1958, au-delà de cet événement ponctuel. Et de fait, il y a dans Mémoire de fille une réelle ouverture à travers un feuilleté de récits, mais aussi de réflexions qui me semble relever en partie de l'essai et faire vraiment de cet ouvrage quelque chose qui pourrait ressembler à de la recherche-création. Donc, un feuilleté de récits, c'est d'abord un triple récit. Premièrement, le récit d'un événement honteux, longtemps refoulé, la découverte de la sexualité d'une manière violente avec ce fameux H qui va la rejeter, le récit d'autres relations sexuelles qui lui valent d'être méprisées par tous, situation qui a entraîné, explique-t-elle, l'intériorisation sans révolte de sa place sociale. Et ce récit est contenu, écrit-elle, entre deux bornes temporelles liées à la nourriture et au sang, toujours le corps, ce dont parlait Nathalie, à savoir la tension entre anorexie et boulimie et l'absence de règles. Voilà, cette première strate du récit comprend donc à la fois l'été 58, mais aussi les 2 années de glaciation intérieure, comme elle l'écrit, qui ont suivi cet été traumatisant. Deuxièmement, c'est aussi le récit de la naissance d'une vie consacrée à l'écriture. Sans parler, comme chez Proust, de l'histoire d'une vocation, le livre va relater l'histoire des débuts de l'écriture chez Annie Ernaux. Si on accepte un début de roman à l'âge de 13 ans, je crois, dont il est question dans le Cahier de Lerne, car c'est en effet à Londres, en septembre 1960, qu'elle commence à écrire un roman, après ce fameux été et son passage bref à l'école normale d'instituteurs qui a suivi. C'est à Londres, donc, qu'elle commence à faire d'elle-même, comme elle l'écrit, « J'ai commencé à faire de moi-même un être littéraire, quelqu'un qui vit les choses comme si elles devaient être écrites un jour. »
Et plus loin, alors qu'elle commence les cours à l'université en 1960, elle écrit de nouveau « Je marche vers le livre que j'écrirais comme 2 ans auparavant, je marchais vers l'amour ». Donc le désir d'écrire va prendre la place du désir d'amour. Et le retour de l'appétit et des règles est concomitant avec l'entrée en écriture, qui était déjà formulée nettement dans l'atelier noir. Et puis, troisième récit, c'est la mise en récit d'une recherche. C'est le récit donc de la recherche qu'elle mène pour écrire ce livre, travail de chercheuse à proprement parler, à différents niveaux. D'abord, il s'agit de retrouver la mémoire de cet événement longtemps enfoui à partir de la collecte de diverses archives, comme on le voyait déjà dans l'atelier noir, et d'autre part, de trouver la forme la plus juste pour relater cet événement qui est celui de la fille de 58, très différente de celle qui écrit des années plus tard. Et puis c'est autant et même plus le récit de sa difficulté à écrire ce récit. Elle rappelle le temps attendu pour écrire, le renoncement par moment à écrire, en s'appuyant sur les notes de l'atelier noir, et aussi l'hésitation sur les événements à raconter. Est-ce qu'il faut, par exemple, insérer le passage à l'école normale? Et donc, on voit la manière dont elle fouille dans sa mémoire à partir des photos, de l'agenda de cette époque, des lettres envoyées à des amis, des lectures faites alors, mais aussi des recherches sur Google pour retrouver les traces de ce premier amant. Mais outre ce feuilleté de récits, dont le récit de la recherche est essentiel, il y a une triple réflexion sur l'identité, sur la honte et sur la littérature. D'abord, l'exploration des questions d'altérité et d'identité. Leitmotiv de toute son œuvre, bien sûr, sur cette identité plurielle, mouvante, et ce sentiment d'altérité. Le texte insiste sur l'existence de 2 mois différents, le mois de 1958 et le mois de l'écrivaine qui relate bien des années après l'événement de cet été 58 alors qu'elle avait 18 ans. Elle a d'ailleurs changé de nom entre-temps. Donc c'est plus je fixe la fille de la photo, dit-elle par exemple, plus il me semble que c'est elle qui me regarde. Est-ce qu'elle est moi, cette fille? Suis-je elle? Et plus loin, elle dit, la fille de la photo n'est pas moi, mais elle n'est pas une fiction. Et je vais peut-être passer ce passage, parce que d'autres en ont dit, mais il y a une autre forme d'altérité. Oui, d'abord, premier point, par rapport à ces 2 mois, la question qu'elle se pose et qui est relatée également dans ce livre, c'est comment rendre compte de ces 2 mois, et c'est tout au terme d'un cheminement qu'elle va décider d'utiliser donc le je pour parler du temps de dénonciation et le elle pour parler de la fille de 58. Alors, outre ces mouvances identitaires qui est liée au temps qui passe et à la transformation de l'être, ce récit, c'est aussi l'occasion d'explorer le rapport à l'autre comme aliénation dans une relation amoureuse. Le moi, c'est la dernière citation qu'il y a là, il n'y a plus que l'autre, maître de la situation. Je vais pas assez vite, c'est ça? Je ne sais pas, vu qu'on semble dire. Allez, dépêche-toi un petit peu. Voilà, donc il n'y a plus que l'autre, maître de la situation, des gestes, du moment qui suit, qu'il est seul à connaître. Tout ce que vous faites est pour le maître que vous vous êtes donné en secret. C'est passage assez extraordinaire qui se situe au début de Mémoire de fille. Cette réflexion inaugurale sur l'aliénation efface toute implication personnelle, mais s'adresse au contraire directement aux lecteurs et lectrices que nous sommes, qui auraient pu connaître la même expérience qu'elle.
Et donc, il s'agit bien ici de dépasser le récit personnel pour une réflexion transpersonnelle sur les relations d'emprise amoureuse, hein, avec ce « vous » qui revient avec insistance. Donc, cette ouverture qu'elle cherchait, hein, sur laquelle elle s'interrogeait déjà dans l'atelier noir, elle y trouve une réponse avec cette ouverture aux recherches et cette réflexion sur l'altérité. Et puis, deuxième réflexion, pourquoi ça n'a pas marché là? Alors, ça bloque. Excusez-moi. Merci Pierre-Louis, heureusement que tu es là. Deuxième réflexion, Mémoire de fille prolonge cette autre réflexion déjà présente dans plusieurs œuvres sur la honte, hein, très importante dans la place, mais d'ailleurs elle fait allusion ici à la place. C'est une autre honte que celle d'être fille d'épicier-cafetier, c'est la honte de la fierté d'avoir été objet de désir, d'avoir considéré comme une conquête de la liberté sa vie à la colonie. Honte des rires et du mépris des autres, c'est une honte de fille. Et elle ajoute une honte historique, d'avant le slogan « Mon corps est à moi » 10 ans plus tard. Et rien ne peut faire que ce qui a été vécu dans un monde, celui d'avant 1968, et condamné par les règles de ce monde, puisse changer radicalement de sens dans un autre monde. Donc cette fois-ci, ce n'est pas seulement la honte de trahir en étant transfuge de classe, c'est une honte de fille, écrit-elle, cette honte qui a rendu si difficile de raconter cet événement et qui a généré, dans un premier temps, une volonté d'oubli. C'est à ce moment-là qu'elle s'interroge sur le rôle qu'a pu avoir la lecture du deuxième sexe, le rôle que peut avoir le fait de contextualiser historiquement cette honte pour la dépasser, et c'est finalement le fait de l'écrire qui va peut-être permettre de la dépasser. Troisième type de réflexion, une réflexion sur la littérature, sur la fonction de l'écriture. Annie Ernaux révèle en effet beaucoup de sa conception de la littérature et du rôle de l'écriture pour elle dans Mémoire de fille, comme dans tous ses textes, à vrai dire. Ce qu'elle attend de l'écriture, c'est précisément de pouvoir donner sens à un événement douloureux et même presque indicible. Elle formule cette croyance rassurante, écrit-elle, que ce qui compte, ce n'est pas ce qui arrive. Ce récit serait donc celui d'une traversée périlleuse jusqu'au port de l'écriture et en définitive, la démonstration édifiante que ce qui compte, ce n'est pas ce qui arrive, c'est ce qu'on fait de ce qui arrive. Et l'écriture naît même de l'absence de sens. C'est l'absence de sens de ce que l'on vit au moment où l'on le vit qui multiplie les possibilités d'écriture. Et puis, autre réflexion centrale sur le rapport à la vérité. Faut-il, se demande-t-elle, censurer, par exemple, ce personnage de H? Faut-il ne pas parler de ce vol qu'elle a fait avec une amie? Et la réponse, c'est très net, il n'y a pas d'arrangement possible avec la réalité. Donc, elle se donne le droit, au nom de la vérité, de parler des vols qu'elles ont commis toutes les deux, etc. Et puis, il y a cette phrase célèbre, il n'y a qu'une chose pour moi qui compte, saisir la vie. Voilà, j'ai l'impression de répéter ce que vous avez dit tout à l'heure. Et c'est peut-être ça, la plus grande vérité de ce récit, saisir la vie. Et donc, dans ce récit, comme dans les autres œuvres d'Annie Ernaux, mais de manière flagrante, je le répète, il y a une pensée de la littérature et une mise en abîme de ses réflexions et recherches d'écrivaine sur l'écriture, mais aussi sur ces thématiques qui lui sont chères, la honte sociale, la situation aliénée des femmes, la question de l'identité. Alors, j'en viens à ma conclusion, ça va, je suis encore dans les temps. Je vais aller très vite là. Donc, premier élément, il me semble qu'il n'y a pas de solution de continuité entre l'atelier noir et Mémoire de fille, et qu'il y a la même présence dans les deux de cette recherche d'une écrivaine chercheuse,
Deuxième point, on voit à l'œuvre l'exploration de formes nouvelles par l'expérimentation, hein, autre élément de recherche-création, si on peut dire. Et puis, troisième point, une œuvre de chercheuse qui incite par là même à écrire d'une façon nouvelle, comme Virginia Woolf ou Proust. Hein. Et là, je m'appuie sur ce passage qui est dans le cahier de Lerne à propos de Proust. Elle écrit Proust, c'est les fameuses notes de 1983 d'un cours qu'elle avait donné au CNED. Proust, Virginia Woolf sont une sorte de ligne pure de la littérature, non destinée à être lue par tous, mais à permettre que des écrivains après eux soient incités à écrire d'une façon nouvelle. Alors, la différence avec Annie Ernaux, c'est qu'elle est aussi destinée à être lue par tous quand même, hein, il me semble. Et que donc, je ferai un peu cette hypothèse que cette posture permanente de recherche qui est complètement inhérente à son œuvre et pas seulement présente dans les marges, eh bien, c'est ça qui fait de son œuvre, en général, une œuvre inspiratrice pour d'autres. Elle n'est pas seulement une œuvre agissante qui les transforme, qui permet à son tour d'affronter des sujets tabous, de mieux se comprendre. C'est aussi, il me semble, un déclencheur d'écriture, une œuvre qui incite à écrire soi-même. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont reconnu ces dettes par rapport à Annie Ernaux, Éric Heron, Édouard Louis, Virginie Despentes, Marie Ndiaye. Hein. Voilà, et donc je terminerai voilà, par là, juste en donnant éventuellement deux petits préceptes. Ah, ça va plus faire, voilà, attendez, je vais essayer de retrouver. Non, ça là, je me débrouille comme une grande pour terminer. Voilà. Merci Pierre. Oui, je progresse. Voilà, donc deux préceptes qui me paraissent être importants pour tout écrivain et futur écrivain. Hein. Se demander ce que l'on... ça me gêne ce truc-là, j'arrive plus à le retrouver. Oui, se demander quel est son désir profond hein, d'écrire hein, et ce qu'on est seul à pouvoir écrire. Et puis, pour chaque projet, chercher la forme la plus apte pour atteindre la vérité.